Le jour où Jedediah Thorne a détourné notre ruisseau, il a signé son arrêt de mort. Il pensait que son argent et ses hommes le protégeraient de toute conséquence. Il ignorait à quel point il avait tort. Notre ranch familial des La Vallée existait depuis 4 générations dans la vallée de Crimson Creek. Mon grand-père avait acquis ces terres en 1912, travaillant jour et nuit pour transformer un terrain rocailleux en pâturage verdoyant. Mon père, Antoine, avait poursuivi son œuvre avec la même dévotion. Et moi, Mathieu Lavallée, je marchais dans leurs pas avec fierté. Notre modeste propriété de 100 hectares était nichée entre les collines calcaires et les contreforts montagneux. Le ruisseau Crimson serpentait à travers nos terres, apportant la vie à nos champs et abreuvant notre bétail. Les eaux cristallines reflétaient le ciel azur pendant la journée et les étoiles scintillantes la nuit. Ce ruisseau était notre trésor le plus précieux. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Le chant des coqs annonçait le début d'une nouvelle journée de labeur. Je préparais mon café noir, fort et revigorant, avant de sortir sur la véranda en bois patinée par le temps. De là, je contemplais notre troupeau de 150 têtes de bétail, notre principale source de revenus et de fierté. Ma sœur, un cadette, Sophie, gérait la comptabilité du ranch avec une précision remarquable. Elle avait étudié à la grande ville, mais était revenue, attirée par l'appel de nos racines. Son mari, François, nous aidait avec l'entretien des machines et la réparation des clôtures. Nous formions une équipe soudée, unie par le sang et la sueur. Notre voisin le plus proche était la famille Moreau, de petits cultivateurs de lavande, dont les champs parfumés créaient un contraste saisissant avec nos pâturages. Plus loin se trouvait le domaine des Thorne, une propriété démesurée qui s'étendait sur des milliers d'hectares. Jedediah Thorne était arrivé dans notre région 15 ans auparavant, un homme d'affaires américain aux ambitions démesurées. Il avait acheté plusieurs propriétés en difficulté pour créer son empire bovin. Ses méthodes industrielles contrastaient avec notre approche traditionnelle. Ses troupeaux comptaient plus de 2000 bêtes. Ses pâturages semblaient infinis, et sa maison principale ressemblait plus à un château qu'à une ferme. Mon père m'avait mis en garde contre lui dès son arrivée. Il m'avait dit que cet homme ne connaissait pas de limite à son avidité. Il me racontait que les hommes comme Thorne voyèrent le monde comme un échiquier, et les autres comme de simples pions à sacrifier. Mais tant que chacun respectait les limites établies, nous coexistions dans une paix relative. La source principale du Crimson Creek se trouvait dans les montagnes, traversait d'abord les terres de Thorne avant de couler vers notre propriété. Un accord tacite, respecté depuis des générations, garantissait que personne ne détournerait ni ne bloquerait ce cours d'eau vital. Cette eau appartenait à tous, comme l'air que nous respirions. Notre vie suivait le rythme des saisons. Au printemps, nous assistions aux naissances des veaux. En été, nous récoltions le foin pour les mois froids. En automne, nous vendions une partie du troupeau. Et en hiver, nous réparions les bâtiments et planifions l'année suivante. Cette routine immuable nous apportait sécurité et satisfaction. Les dimanches, notre famille se réunissait pour un repas copieux préparé par ma mère, Élisabeth. Son ragoût de bœuf aux herbes de Provence était légendaire dans toute la région. Nous partagions les dernières nouvelles, discutions des défis à venir et célébrions nos petites victoires quotidiennes. Ces moments simples constituaient le ciment de notre bonheur familial. Ma femme, Clara, enseignait à l'école du village voisin. Nous avions 2 enfants, Lucas, 12 ans, et Emma, 9 ans. Ils grandissaient en harmonie avec la nature, apprenant les valeurs du travail et du respect. Je voulais leur transmettre cet héritage intact, comme mon père l'avait fait pour moi. Nos finances étaient stables, mais modestes. Chaque année, nous mettions de côté une petite somme pour moderniser progressivement nos installations. Notre dernier investissement avait été un système d'irrigation plus efficace pour optimiser notre consommation d'eau. Nous vivions sans luxe, mais sans manque. Cette vie paisible et laborieuse me comblait. Je ne désirais rien de plus que de préserver ce que mes ancêtres avaient bâti avec tant de courage et de persévérance. Notre lien avec cette terre
était sacré. Chaque arbre, chaque pierre, chaque courbe du ruisseau faisait partie de notre identité. Puis vint la sécheresse, la plus sévère que notre région ait connue depuis 50 ans. Le ciel resta désespérément bleu pendant des mois. Les prévisions météorologiques devinrent notre obsession quotidienne. Chaque nuage suscitait un espoir rapidement déçu. Les pluies promises ne venaient jamais. Les premiers signes de difficulté apparurent progressivement. Le niveau du Crimson Creek baissa de jour en jour. Les champs jaunirent malgré nos efforts d'irrigation. Les bêtes commencèrent à montrer des signes de stress hydrique. Nous rationnions l'eau comme un trésor précieux. Je me souviens encore de cette nuit où je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Allongé dans mon lit, j'écoutais le silence inquiétant qui avait remplacé le doux murmure du ruisseau. Un pressentiment tenace me tourmentait. Je ne savais pas encore que ce silence annonçait la tempête qui allait bouleverser nos vies à jamais. Les premières tensions avec Thorn apparurent subtilement. Je remarquai que le débit du ruisseau diminuait plus rapidement que ce que la sécheresse seule pouvait expliquer. Un mardi matin, alors que j'inspectais la partie nord de notre propriété, je découvris que le Crimson Creek était réduit à un filet d'eau boueuse. Inquiet, je décidai de remonter le cours d'eau jusqu'à la limite de notre propriété. La chaleur était accablante ce jour-là. Le soleil impitoyable brûlait ma nuque tandis que je suivais le lit presque asséché du ruisseau. Les cigales chantaient à tue-tête, comme pour souligner le caractère dramatique de la situation. Arrivé à la frontière entre nos terres et celle de Thorn, je découvris la raison de notre problème. Un petit barrage rudimentaire avait été construit, détournant la majeure partie de l'eau vers un canal artificiel qui s'enfonçait dans la propriété de Thorn. Mon cœur se serra devant cette violation flagrante de notre accord tacite. Je décidai de confronter Thorn directement. Son domaine principal se trouvait à 20 kilomètres de notre ranch. Je pris ma vieille Peugeot et parcourus la route poussiéreuse qui serpentait entre les collines desséchées. Pendant le trajet, je répétais mentalement les arguments que je comptais présenter, me promettant de rester calme et rationnel. Le contraste entre nos propriétés était saisissant. Tandis que nos terres souffraient visiblement de la sécheresse, les pâturages de Thorn demeuraient étonnamment verts. Des systèmes d'arrosage automatiques fonctionnaient à plein régime, propulsant des jets d'eau en arcs brillants sous le soleil implacable. Je fus arrêté à l'entrée principale par 2 hommes en uniforme sombre. Ils me demandèrent la raison de ma visite. Je leur expliquai que je devais parler à M. Thorn concernant une question urgente liée au Crimson Creek. Après un appel radio, ils me laissèrent passer avec réticence. L'allée menant à la résidence principale était bordée de peupliers parfaitement alignés. La maison elle-même ressemblait à un manoir colonial, avec ses colonnes blanches et ses grandes fenêtres. 3 voitures de luxe étaient garées devant l'entrée. Tout respirait la richesse ostentatoire. Thorn me reçut sur sa terrasse ombragée. Un homme de 60 ans environ, grand et sec, aux cheveux gris parfaitement coiffés. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon de toile beige. Ses yeux bleus glacials me détaillèrent sans chaleur. Il me proposa un verre que je refusai poliment. Je lui expliquai la situation concernant le ruisseau. Je mentionnais l'accord historique entre nos familles et les autres propriétaires de la région. Je soulignais les conséquences désastreuses que ce détournement d'eau aurait sur notre bétail et notre survie économique. Je terminais en suggérant que nous trouvions une solution équitable pour partager cette ressource limitée en ces temps difficiles. Thorn écouta sans m'interrompre, sirotant tranquillement son whisky, puis il me répondit que les temps changeaient et que les vieux accords informels n'avaient plus de valeur. Il m'expliqua que son équipe juridique avait découvert que les droits d'eau n'étaient pas clairement établis dans les actes de propriété. Techniquement, puisque la source se trouvait principalement sur ces terres, il estimait avoir priorité sur cette ressource. Je tentais de faire appel à son sens moral, lui rappelant que nos familles dépendaient de cette eau depuis des générations. Il me coupa en déclarant que la sentimentalité n'avait pas sa place dans les affaires. La sécheresse était une réalité et il devait protéger ses investissements. Avant que je ne parte,
Il me suggéra, avec un sourire condescendant, de moderniser mes méthodes d'élevage ou de diversifier mes activités. Il me dit que je devrais peut-être envisager de vendre ma propriété à quelqu'un qui saurait en tirer un meilleur profit. Ces paroles transpiraient l'arrogance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Sur le chemin du retour, ma colère montait progressivement. Je frappais le volant plusieurs fois, frustré par mon impuissance face à cet homme. Comment expliquerais-je la situation à ma famille? Comment assurerais-je la survie de notre bétail? Les jours suivants, j'explorais toutes les options légales disponibles. Je consultais un avocat du village voisin, maître Dupont, un homme âgé aux lunettes épaisses qui avait connu mon grand-père. Il examina nos actes de propriété et les règlements locaux concernant les droits d'eau. Ses conclusions étaient mitigées. Effectivement, les documents ne précisaient pas explicitement les droits de partage des eaux du Crimson Creek. Une action en justice serait longue, coûteuse et sans garantie de succès. De plus, Thorne avait sans doute une équipe d'avocats expérimentés, prêts à écraser toute opposition. Je me tournai vers les autorités locales. Le maire, M. Bernier, me reçut dans son bureau exigu à la mairie. Un homme corpulent au visage perpétuellement rouge qui semblait mal à l'aise face à ma requête. Il m'expliqua que la municipalité ne pouvait pas intervenir dans un conflit entre propriétaires privés. Je remarquai une photo récente où il serrait la main de Thorne lors de l'inauguration du centre culturel financé par ce dernier. Entre-temps, la situation au ranch se détériorait rapidement. Le niveau du ruisseau continuait de baisser. Nous étions contraints de transporter de l'eau par camion-citerne depuis le village pour abreuver notre bétail. Une dépense supplémentaire que nos finances précaires supportaient difficilement. Sophie passait des heures à recalculer notre budget, cherchant désespérément des économies à réaliser pour faire face à ces nouveaux coûts. Ses traits tirés trahissaient son inquiétude grandissante. Un soir, elle me montra les chiffres sur son carnet à spirale usé. Si la situation perdurait, nous serions en faillite avant la fin de l'année. 2 semaines après ma visite chez Thorne, je découvris que le petit barrage avait été remplacé par une structure bien plus imposante. Un mur de béton bloquait complètement le cours du ruisseau. 2 hommes armés patrouillaient près de l'installation. Lorsque je m'approchai, ils me firent signe de rebrousser chemin, les mains posées ostensiblement sur leurs armes de service. Cette escalade me poussa à organiser une réunion avec les autres petits propriétaires, affectés par le détournement du Crimson Creek. Nous nous retrouvâmes dans la grange des Moreau, une dizaine de familles représentées, toutes confrontées aux mêmes difficultés que nous. La colère et la frustration imprégnaient l'atmosphère. Certains suggérèrent une action directe, comme détruire le barrage pendant la nuit. D'autres préféraient une pétition collective ou une manifestation pacifique. Les Dubois, éleveurs de chèvres, annoncèrent qu'ils avaient déjà décidé de vendre leur propriété à Thorne, incapables de résister financièrement. Cette nouvelle jeta un froid dans l'assemblée. Nous décidâmes finalement d'envoyer une délégation chez Thorne pour négocier. 3 d'entre nous, dont moi-même, furent choisis pour cette mission. Nous prîmes rendez-vous et nous présentâmes à son domaine le lundi suivant. Cette fois, Thorne nous reçut dans son bureau, une pièce imposante aux murs couverts de trophées de chasse et de diplômes encadrés. Il nous écouta avec une patience feinte, puis nous proposa un marché. Il nous vendrait de l'eau à un tarif qu'il jugeait raisonnable, un prix qui représentait pour nous une charge financière insoutenable à long terme. Face à notre refus, son ton changea. Il nous rappela qu'il était le plus gros employeur de la région et que son influence s'étendait bien au-delà de la vallée. Il suggéra que s'opposer à lui pourrait avoir des conséquences regrettables pour nos affaires et nos familles. La menace, bien que voilée, était parfaitement claire. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture traduisait notre abattement. Pierre Moreau, d'habitude si jovial, fixait la route d'un air sombre. Jean Lefebvre, notre doyen à 75. Once essuya discrètement une larme en pensant à la ferme qu'il ne pourrait probablement pas transmettre à ses petits-enfants.
Ce soir-là, Clara me trouva assis seul sur le porche, bien après minuit. Elle s'assit silencieusement à mes côtés, sa présence réconfortante dans l'obscurité. Elle me demanda ce que nous allions faire. Je lui répondis honnêtement que je ne savais pas encore, mais que je n'abandonnerais pas sans me battre. La semaine suivante, notre puits principal commença à montrer des signes d'assèchement. Ce puits, creusé par mon grand-père, avait toujours été notre solution de sécose. Sa défaillance signifiait que la nappe phréatique elle-même était affectée par le détournement du ruisseau. Je décidai de faire une dernière tentative de dialogue avec Thorn. Je lui téléphonai directement cette fois, obtenant son numéro par une connaissance commune. Notre conversation fut brève et glaciale. Il me dit que les affaires étaient les affaires, et que la survie du plus adapté était une loi naturelle que je devrais accepter. Lorsque je lui rappelai que des familles entières risquaient de tout perdre, il me répondit que le progrès avait toujours un coût humain. Ce fut à ce moment que quelque chose se brisa en moi, sa voix calme et détachée parlant de nos vies comme de simples dommages collatéraux de son expansion. Je raccrochai sans même le saluer, une rage froide s'installant dans ma poitrine. Le lendemain matin, je conduisis jusqu'à la crête, surplombant la propriété de Thorn. De là, je pouvais observer l'étendue de son domaine. Je vis les canaux d'irrigation fraîchement creusés qui détournaient notre eau vers ses nouveaux pâturages. Je remarquai également un immense réservoir artificiel qu'il avait fait construire, stockant une quantité d'eau qui aurait pu sauver toutes nos exploitations. Ce spectacle cristallisa ma résolution. Thorn ne se contentait pas de prendre ce dont il avait besoin. Il accaparait bien plus que nécessaire, par pure avidité et démonstration de pouvoir. Il jouait avec nos vies comme un enfant capricieux avec des jouets qu'il briserait par ennui. Ce soir-là, notre première vache mourut, une vieille limousine, que mon père avait nommée Marguerite. Elle s'était simplement effondrée, déshydratée et épuisée par la chaleur. Je restai longtemps près de sa dépouille, caressant son flanc encore chaud. Cette perte symbolique marqua un tournant dans ma détermination. Quand Lucas me demanda pourquoi Marguerite était morte, je ne sus quoi lui répondre. Comment expliquer à un enfant que la cupidité d'un homme pouvait causer tant de souffrance? Comment lui faire comprendre que parfois, malgré tous nos efforts, nous nous retrouvions impuissants face à l'injustice? 3 jours plus tard, une lettre officielle arriva. Elle provenait de la banque régionale. Notre demande de prêt d'urgence avait été refusée. Le directeur exprimait ses regrets, mais citait le contexte économique difficile et les perspectives incertaines de notre exploitation. En post-scriptum, il mentionnait que si nous envisagions de vendre, plusieurs acheteurs potentiels seraient intéressés. Je compris alors que Thorn avait étendu son influence jusqu'à notre banque, fermant méthodiquement toutes nos issues. Cette réalisation fut la dernière goutte d'eau. Mon père m'avait toujours enseigné la patience et la résolution pacifique des conflits. Mais face à un prédateur comme Thorn, ces principes semblaient naïfs et inefficaces. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts fixant le plafond, je pris ma décision. Si Thorn voulait jouer selon ses propres règles, j'étais prêt à le suivre sur ce terrain. Il avait volé notre eau, menaçant tout ce que nous avions construit sur plusieurs générations. Je lui montrerais que chaque action avait des conséquences. Je pensais à Marguerite, à nos champs jaunissants, au visage inquiet de ma famille. Je pensais à l'arrogance de Thorn, à son mépris pour notre communauté, à sa conviction que son argent le rendait intouchable. Une phrase qu'il avait prononcée lors de notre dernière rencontre résonnait dans mon esprit. Il avait dit que parfois, il fallait savoir mettre le feu aux branches mortes pour permettre à la forêt de se régénérer. Le feu. Cette image s'imposa à moi avec une clarté troublante. Thorn avait construit son royaume en nous privant de notre élément vital, l'eau. Il était temps qu'il apprenne le pouvoir destructeur d'un autre élément, une justice poétique qui réduirait en cendres tout ce qu'il avait érigé sur notre malheur. Ma décision était prise. Thorn découvrirait bientôt qu'il avait commis une erreur fatale en sous-estimant la détermination d'un homme qui n'a plus rien à perdre.
Les jours qui suivirent ma décision furent étranges. Extérieurement, je continuais ma routine quotidienne. Je nourrissais le bétail restant, réparais les clôtures, discutais avec Clara des problèmes domestiques. Mais intérieurement, une transformation profonde s'opérait. Chaque matin, en me rasant devant le miroir ébréché de notre salle de bain, je regardais un homme différent. Mes yeux reflétaient une détermination nouvelle, presque effrayante. Les rides qui encadraient de ma bouche semblaient plus profondes, comme gravées par une résolution implacable. Je ne reconnaissais plus entièrement la personne qui me fixait dans le reflet. Les nuits étaient les plus difficiles. Allongé dans le noir, les doutes m'assaillaient. Étais-je en train de devenir comme Thorn, prêt à tout pour parvenir à mes fins? Ma quête de justice ne risquait-elle pas de me transformer en ce que je détestais? Ces questions tourmentèrent mon esprit, pendant que Clara dormait paisiblement à mes côtés, ignorante du tumulte qui m'habitait. Une semaine après la mort de Marguerite, nous dûmes vendre un quart de notre troupeau en urgence. Le manque d'eau rendait leur maintien impossible. Les prix du marché étaient au plus bas en raison de la sécheresse, car de nombreux éleveurs se trouvaient dans notre situation. Nous vendîmes à perte, une transaction désastreuse pour nos finances déjà précaires. Je me souviens encore du départ des camions transportant nos bêtes. Le nuage de poussière ocre soulevé par leurs roues, le regard triste de Lucas qui avait donné des noms à plusieurs veaux, le silence pesant qui s'abattit sur notre propriété après leur départ. Cette amputation de notre cheptel symbolisait notre lent déclin. Le lendemain, Sophie vint me trouver dans la grange où je réparais mécaniquement un tracteur défaillant. Ses yeux rougis trahissaient une nuit d'insomnie passée sur nos comptes. Elle me montra le registre financier, ses doigts tremblants, soulignant des chiffres alarmants. Selon ses calculs, nous ne tiendrions pas 3 mois de plus à ce rythme. Elle me demanda si nous devrions envisager l'offre de Thorn. Il avait proposé de racheter notre propriété à un prix décent, bien que largement inférieur à sa valeur réelle. Cette question me fit l'effet d'une gifle. Ma propre sœur, gardienne fidèle de notre héritage familial, envisageait la capitulation. Je lui répondis sèchement que jamais je ne vendrais notre terre à cet homme. Jamais. Notre dispute fut la première depuis des années. Elle me reprocha mon entêtement, ma fierté mal placée. Je l'accusai de manquer de courage, de trahir la mémoire de nos parents. Des mots durs furent échangés, des paroles que nous regrettions instantanément mais ne pouvions reprendre. Elle partit en claquant la porte de la grange, me laissant seul avec ma colère et ma culpabilité. Ce soir-là, assis sur le porche, je regardais le soleil se coucher derrière les collines desséchées. Les ombres s'allongeaient sur notre terre, comme un présage funeste. Clara vint s'asseoir près de moi, silencieuse un moment avant de parler. Elle me demanda si j'avais réfléchi à l'avenir de nos enfants, si notre combat contre Thorn valait la peine de risquer leur sécurité et leur bien-être. Sa question me troubla profondément. Elle touchait au cœur de mon dilemme. Pour qui me battais-je réellement? Pour nos ancêtres dont j'honorais la mémoire, pour mes enfants dont je voulais préserver l'héritage, ou pour moi-même, incapable d'accepter la défaite face à un homme comme Thorn? Je tentais une dernière approche légale. Je contactai un avocat plus réputé à la grande ville, Maître Lefort, spécialisé dans les conflits ruraux. Ses honoraires étaient exorbitants, mais j'étais prêt à investir nos dernières économies dans cette ultime tentative. Il examina notre dossier avec attention, consulta des précédents juridiques et me donna rendez-vous 2 jours plus tard pour ses conclusions. Son verdict fut sans appel. Notre cas était juridiquement faible. Les lois sur les droits d'eau dataient d'une époque révolue et comportaient de nombreuses zones grises dont Thorn profitait habilement. Une procédure judiciaire prendrait des années, coûterait une fortune, et nos chances de succès étaient minimes. Il me conseilla franchement de négocier le meilleur accord possible avec Thorn. Cette rencontre anéantit mon dernier espoir de résolution légale. Sur le chemin du retour, conduisant machinalement sur la route sinueuse, je sentis une transformation s'achever en moi. La dernière barrière morale venait de céder. J'avais épuisé toutes les voies conventionnelles. J'avais tenté la raison, la négociation, la légalité.
Toutes ces portes s'étaient fermées devant moi. Je fis un détour par le cimetière où reposaient mes parents. Leur tombe simple était ombragée par un vieux chêne qu'ils avaient planté ensemble le jour de leur mariage. Je restai là un long moment, silencieux, comme pour leur demander un conseil ou absolution pour ce que je m'apprêtais à faire. À mon retour au ranch, je trouvai une lettre de la compagnie d'électricité nous avertissant d'une coupure imminente pour factures impayées. Sophie avait priorisé d'autres dépenses essentielles, reportant ce paiement dans l'espoir d'un répit temporaire. Cette nouvelle menace sur notre quotidien renforça ma détermination. Cette nuit-là, je fis un cauchemar vivide. Je me voyais creuser un puits au milieu de notre propriété. Je creusais sans relâche, mes mains saignant sur le manche de la pelle. Plus je creusais, plus le sol devenait sec et dur comme de la pierre. Soudain, le fond du puits s'effondra, révélant non pas de l'eau mais un immense incendie souterrain. Les flammes montèrent vers moi, menaçantes mais étrangement attirantes. Je me réveillai en sueur, le cœur battant, avec la certitude que mon subconscient m'indiquait la voie à suivre. Le lendemain matin, je remarquai que ma jument préférée, Étoile, montrait des signes de déshydratation sévère. Ses yeux étaient ternes, ses flancs creux. Je passai 1 heure à l'abreuver manuellement, lui parlant doucement pour l'encourager à boire. Je me promis que ce ne serait pas une autre Marguerite. Je ne laisserai pas un autre animal mourir sous ma responsabilité. Ce même jour, un représentant de Thorne se présenta à notre porte. Un jeune homme en costume, malgré la chaleur, portant une mallette en cuir. Il me remit une nouvelle offre de rachat, légèrement supérieure à la précédente, avec une date limite de validité fixée à 2 semaines. Son ton condescendant suggérait qu'il s'agissait d'une générosité exceptionnelle de la part de son patron. Je pris le document sans un mot et le regardai repartir dans sa voiture luxueuse. Une fois seul, je déchirai l'offre en petits morceaux que je laissai s'envoler au vent. Ce geste symbolique marqua la fin de toute hésitation. Ma décision était désormais irréversible. Ce soir-là, je m'isolai dans le petit bureau qui avait appartenu à mon père. J'ouvris le tiroir inférieur de son vieux bureau en chêne et en sortis une bouteille de cognac qu'il gardait pour les occasions spéciales. Je me versai un verre généreux et le bus lentement, savourant la brûlure de l'alcool comme un avant-goût du feu qui consumerait bientôt l'empire de Thorne. Lucas vint me trouver, frappant timidement à la porte entr'ouverte. Il me demanda si nous allions perdre notre maison, si nous devrions partir comme les Dubois, dont les enfants lui avaient dit adieu à l'école. La vulnérabilité dans ses yeux, si semblables aux miens, me déchira le cœur. Je lui promis que notre famille resterait ensemble et que notre maison nous appartiendrait toujours. Je ne lui dis pas à quel prix cette promesse serait tenue. Après le coucher des enfants, Clara et moi eûmes une longue conversation sur la véranda. Le ciel nocturne était d'un noir d'encre, les étoiles particulièrement brillantes dans l'air sec de la sécheresse. Je lui parlais de mes inquiétudes, de mes espoirs pour notre avenir. Je ne lui révélai pas mes intentions exactes, mais je crois qu'elle perçut un changement en moi. Elle me serra longuement dans ses bras avant de rentrer, comme si elle comprenait que je me tenais au bord d'un précipice moral. Resté seul sous le ciel étoilé, je pris pleinement conscience du point de non-retour que j'allais franchir. J'étais prête à risquer ma liberté, peut-être même ma vie, pour défendre ce qui nous appartenait légitimement. Cette eau que Thorne nous avait volée valait-elle un tel sacrifice ? En observant les étoiles immuables au-dessus de notre terre mourante, je sus que ma réponse était oui. Les préparatifs commencèrent dès le lendemain. Je devais procéder méthodiquement, sans éveiller les soupçons. Ma première tâche fut de collecter des informations précises sur la propriété de Thorne et ses habitudes. Je contactai Vincent Gagnon, un ancien employé de Thorne, qui avait été licencié 3 mois auparavant pour avoir dénoncé des pratiques douteuses. Il habitait maintenant dans un modeste appartement à la périphérie de la ville. Je le rencontrai dans un café discret, loin des regards indiscrets. Vincent était un homme trapu, aux mains calleuses de travailleur. La rancœur qu'il nourrissait envers son ancien patron était palpable. Après quelques hésitations initiales, il accepta de partager des informations cruciales. Les horaires des rondes de sécurité,
les points faibles du périmètre, la localisation précise du système de contrôle du barrage et du réservoir, et surtout le plan détaillé du réseau électrique qui alimentait les pompes et les systèmes d'irrigation. Pour ne pas éveiller les soupçons, je prétextais des visites à un cousin malade dans la ville voisine. Ces absences me permettaient de surveiller discrètement la propriété de Thorn. Pendant 2 semaines, j'observais les allées et venues, notant méticuleusement les horaires dans un petit carnet noir que je gardais constamment sur moi. Je repérais 3 vulnérabilités principales. Premièrement, le générateur de secours, qui alimentait le système de pompage en cas de panne électrique, était situé dans un bâtiment isolé, faiblement surveillé. Deuxièmement, le barrage lui-même, bien que gardé pendant la journée, n'était contrôlé que par des caméras de surveillance la nuit. Troisièmement, les immenses hangars de stockage du foin, essentiels pour nourrir son bétail pendant les mois d'hiver, étaient relativement accessibles. Parallèlement, je rassemblais discrètement le matériel nécessaire. Je me rendis dans différentes villes de la région pour éviter d'attirer l'attention. À Toulouse, j'achetais des bidons d'essence. À Montauban, des détonateurs à retardement, basiques, utilisés normalement pour des travaux de terrassement. À Albi, des outils divers. Chaque achat était suffisamment anodin pour ne pas susciter de questions. Dans notre grange abandonnée, j'aménageais un espace caché derrière de vieilles bottes de paille pour stocker ce matériel. Je travaillais tard dans la nuit, quand tout le monde dormait, préparant méthodiquement les dispositifs incendiaires. Des mécanismes simples mais efficaces, conçus pour déclencher des incendies à des endroits stratégiques. Je consultais discrètement de vieux manuels de chimie agricole que mon père avait conservés. Ils contenaient des informations sur les propriétés combustibles de différents matériaux présents dans une ferme. Je découvris que certains engrais, mélangés avec des substances spécifiques, pouvaient créer des réactions extrêmement inflammables. Cette connaissance serait précieuse pour maximiser l'impact de mon action. Une nuit, je testais un petit dispositif dans une zone isolée de notre propriété. La puissance de la déflagration me surprit et me confirma l'efficacité de ma préparation. Je veillais à effacer toute trace de cette expérience, enterrant profondément les débris carbonisés. Mon plan se précisait jour après jour. Je créerais une diversion à l'extrémité est de la propriété de Thorn pour attirer les gardiens et les systèmes de sécurité. Pendant ce temps, je saboterais le générateur principal, puis déclencherais des incendies simultanés à 3 endroits stratégiques: le barrage, le système de pompage central et les hangars de stockage. Le feu se propagerait rapidement dans les structures en bois sec, amplifiées par la sécheresse persistante. Je calculais minutieusement les temps de déplacement entre chaque point, répétant mentalement chaque étape du processus. Je mémorisais les chemins d'accès et les itinéraires de fuite. Je prévis des plans alternatifs en cas de complications imprévues. Rien ne serait laissé au hasard. Pour assurer mon alibi, je planifiais un dîner familial la veille de l'opération. Je serais vu par de nombreuses personnes établissant ma présence loin du lieu des incidents. Puis, je prétexterais une visite matinale à un fournisseur éloigné le jour J, me donnant une fenêtre de plusieurs heures, sans susciter de questions. L'élément le plus délicat concernait les preuves matérielles. Je devais m'assurer qu'aucun objet ne pourrait me relier aux incendies. J'achetais des vêtements neufs que je détruirais après l'opération. Je me procurais des gants épais pour ne laisser aucune empreinte. Je prévis même de changer les semelles de mes bottes pour éviter toute trace distinctive. Pendant cette période de préparation, je maintins une façade de normalité. Je participais aux repas familiaux, discutais des problèmes quotidiens avec Sophie, jouais avec mes enfants. Cette double vie était éprouvante psychologiquement, mais nécessaire. Personne ne devait soupçonner mes intentions pour leur propre protection autant que pour la réussite de mon plan. Un matin, François me surprit dans la grange, alors que je dissimulais rapidement des bidons d'essence. Son regard interrogateur me mit mal à l'aise. Je prétextais un nettoyage de pièces mécaniques. Il sembla accepter cette explication, mais je remarquai une certaine réserve dans son attitude les jours suivants.
Je redoublais de prudence, attendant les heures les plus tardives pour poursuivre mes préparatifs. À mesure que la date approchait, des doutes m'assaillaient parfois. Étais-je réellement capable d'aller jusqu'au bout? Que deviendrais-je après? Un criminel, un incendiaire? Ces termes résonnaient étrangement dans mon esprit, appliqués à moi-même, un homme qui n'avait jamais transgressé la loi auparavant. Je me rappelais alors le visage arrogant de Thorn. Je pensais à nos bêtes assoiffées, à notre ruisseau volé, à notre avenir menacé. Ma résolution se raffermissait instantanément. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Pas de destruction gratuite, mais de rééquilibrage forcé. Thorn avait imposé ses règles. J'allais simplement jouer selon celles-ci. Un problème inattendu survint une semaine avant la date prévue. Clara m'annonça qu'elle devait se rendre au chevet de sa mère malade à 300 kilomètres de chez nous. Elle emmènerait les enfants avec elle. Cette nouvelle modifiait mes plans, car leur absence éliminerait une partie de mon alibi prévu. Je dus repenser ma stratégie et reporter l'opération d'une semaine. Ce délai supplémentaire me permit d'affiner certains détails. Je réalisais une reconnaissance nocturne plus approfondie de la propriété de Thorn, me rapprochant dangereusement des zones surveillées. Cette inspection confirma mes informations et me révéla un accès secondaire au barrage que je ne connaissais pas, une opportunité que j'intégrai immédiatement à mon plan. Je préparais également une cachette temporaire dans les collines pour le matériel que j'utiliserais, une petite grotte naturelle que j'avais découverte enfant et que peu de personnes connaissaient. J'ai dissimulé une partie des dispositifs incendiaires et des vêtements de rechange, réduisant ainsi les risques liés au transport le jour de l'opération. La veille du jour choisi, je passais du temps avec chaque membre de ma famille. Je jouais aux cartes avec Lucas, l'aidai à construire une maquette d'avion qu'il avait commencée. Je lus une histoire à Emma, la serrant contre moi plus longtemps que d'habitude. Je discutais avec Sophie de projets futurs pour le ranch, comme si notre avenir n'était pas en suspens. Et le soir, j'aidai Clara à préparer le dîner, savourant chaque moment de cette normalité qui pourrait bientôt m'être arrachée. Cette nuit-là, je dormis étonnamment bien. Une tranquillité étrange m'habitait, celle des décisions irrévocables. Mon plan était prêt. Tous les éléments étaient en place, les dés étaient jetés. Demain, l'empire de Thorn s'embraserait, et avec lui, peut-être, l'homme que j'avais été jusqu'alors. Le jour de ma vengeance se leva avec une aube rouge sang. Je me réveillai avant que le premier rayon de soleil ne perce l'horizon. Une étrange sérénité m'habitait. Chaque geste semblait plus précis, chaque sensation plus intense. Le froissement des draps quand je quittais le lit, le contact du plancher froid sous mes pieds nus, le murmure distant des premières cigales. Tout s'imprimait dans ma mémoire avec une clarté extraordinaire. Je pris un petit déjeuner normal, échangeant quelques mots avec Clara qui préparait les cartables des enfants pour l'école. Je mentionnai mon rendez-vous avec un fournisseur de matériel agricole dans une ville voisine. Elle acquiesça distraitement, préoccupée par ses propres tâches. Ce mensonge établissait mon alibi pour les heures à venir. Une fois la maison vide, je me rendis dans la grange pour récupérer le reste du matériel. J'avais déjà transporté la majeure partie dans la cachette des collines la veille. Je vérifiais une dernière fois les dispositifs incendiaires, m'assurant que les minuteries fonctionnaient correctement. Chaque seconde comptait dans mon plan synchronisé. Je chargeais discrètement ma vieille camionnette, dissimulant les bidons sous une bâche usée. Je pris des chemins secondaires pour éviter les rencontres, contournant le village par des pistes forestières rarement empruntées. Le soleil montait lentement dans le ciel, promettant une journée caniculaire, la parfaite condition pour ce que je m'apprêtais à faire. Arrivé à ma cachette dans les collines, je me changeai, enfilant des vêtements sombres que je n'avais jamais portés auparavant. Je mis des gants épais et un chapeau qui dissimulait partiellement mon visage. Je vérifiai une dernière fois mon équipement. Tout était prêt. Je laissai ma camionnette bien cachée derrière un bosquet de chênes, verts et poursuivis à pied. Le terrain escarpé était difficile, mais me permettait d'approcher la propriété de Thorn, par son flanc le moins surveillé. Je connaissais ces collines depuis mon enfance, chaque sentier, chaque passage. Thorn
avec toute sa technologie, ne pouvait rivaliser avec cette connaissance ancestrale du territoire. Il me fallut 40 minutes pour atteindre mon premier objectif. Le générateur de secours se trouvait dans un petit bâtiment isolé, près de la limite nord de la propriété. Comme prévu, aucun gardien n'était visible. Seule une caméra surveillait l'entrée principale. Je contournais le bâtiment par l'arrière, où un vieux conduit de ventilation offrait un accès discret. Me faufiler à l'intérieur fut plus simple que prévu. Le système de sécurité de Thorn était conçu pour impressionner plus que pour protéger efficacement. Je localisai rapidement le panneau de contrôle principal. Grâce aux informations de Vincent, je savais exactement quel circuit désactiver pour que la panne paraisse naturelle. Un court-circuit bien placé et le générateur serait hors service au moment critique. Je ressortis sans être repéré et me dirigeai vers mon deuxième objectif. Le barrage se dressait comme une cicatrice de béton à travers le lit naturel du Crimson Creek. 2 gardiens patrouillaient sur la crête. Je les observais attentivement, chronométrant leur ronde. Une fenêtre de 4 minutes s'ouvrait régulièrement entre leurs passages. Pendant ce temps, je préparais la diversion prévue. À 1 kilomètre à l'est, j'avais placé un dispositif qui déclencherait un petit incendie dans une zone broussailleuse. Rien de dangereux, mais suffisamment visible pour attirer l'attention des services de sécurité. À 10h30 précise, le dispositif s'activa. L'effet fut immédiat. Une colonne de fumée s'éleva dans le ciel clair. Les radios des gardiens crépitèrent. Ils échangèrent de quelques mots, avant que l'un d'eux ne se dirige rapidement vers la source du problème. Le second gardien resta en position, mais son attention était maintenant divisée. Je saisis cette opportunité pour approcher le barrage, par l'accès secondaire que j'avais repéré lors de ma reconnaissance. Un tunnel de maintenance partiellement dissimulé par la végétation me permit d'accéder aux structures internes. L'air y était confiné, chargé d'humidité et d'odeur de moisissure. Je progressais à tâtons, guidé par la faible lumière filtrant à travers les grilles d'aération. Le cœur du barrage abritait les mécanismes de contrôle des vannes. Je plaçais mes charges aux endroits stratégiques, réglant les minuteries pour une détonation simultanée dans 45 minutes. Ces explosions ne détruiraient pas entièrement le barrage, mais endommageraient suffisamment les vannes pour provoquer une libération incontrôlée de l'eau accumulée. Le Crimson Creek retrouverait temporairement son débit naturel, inondant les systèmes d'irrigation de Thorn. Ma tâche suivante était la plus risquée. Les hangars de stockage se trouvaient au centre de la propriété, dans une zone plus fréquentée. Je devais traverser plusieurs centaines de mètres de terrain découvert. La diversion à l'est continuait d'attirer l'attention, mais je ne pouvais pas compter sur une distraction complète. Je progressais lentement, utilisant chaque bosquet, chaque dépression de terrain pour me dissimuler. À un moment, je dus rester immobile pendant 10 longues minutes, aplati contre le sol, tandis qu'un véhicule de sécurité passait à proximité. La poussière soulevée par ses roues me piquait les narines, menaçant de me faire éternuer. Je réprimais cette sensation avec une volonté de fer. Les hangars apparurent enfin devant moi. 6 structures imposantes, alignées comme des sentinelles, métalliques. Elles contenaient le foin destiné à nourrir le bétail de Thorn pendant les mois d'hiver. Des milliers de balles soigneusement empilées, parfaitement sèches après des semaines de canicule. Un environnement idéal pour un incendie dévastateur. Je me faufilais entre les bâtiments, évitant les quelques travailleurs présents. Je plaçais mes dispositifs à des endroits stratégiques, calculant la propagation probable du feu. 3 charges principales, positionnées pour que l'incendie se développe rapidement et se propage d'un hangar à l'autre. Les minuteries furent réglées pour se déclencher 5 minutes après celle du barrage. Alors que je terminais l'installation du dernier dispositif, un bruit de pas me figea sur place. Un travailleur approchait, sifflotant distraitement. Je me glissai derrière une pile de matériel agricole, retenant mon souffle. L'homme passa à moins de 2 mètres de ma cachette, si proche que je pouvais sentir l'odeur de sa cigarette. Il s'arrêta un instant, comme s'il avait perçu ma présence, puis continua son chemin. Je relâchai lentement ma respiration.
Ma dernière cible était le système de pompage central, situé près du réservoir artificiel. Cette infrastructure massive représentait l'investissement le plus important de Thorn dans son réseau hydraulique. Sa destruction paralyserait l'irrigation de centaines d'hectares. Le temps pressait, les premières charges exploseraient dans moins de 20 minutes. Je me déplaçais plus rapidement, acceptant un niveau de risque plus élevé. La diversion initiale semblait avoir perdu de son efficacité. J'aperçus plusieurs véhicules de sécurité revenant vers le centre de la propriété. J'atteignis le bâtiment de pompage avec seulement 12 minutes d'avance sur la première détonation prévue. La structure était plus surveillée que je ne l'avais anticipé. Un gardien se tenait près de l'entrée principale, apparemment alerté par les événements inhabituels de la matinée. Je dus improviser. Contournant le bâtiment, je repérai une fenêtre entr'ouverte à l'arrière. Elle était étroite, mais semblait praticable. Je me hissai silencieusement, me faufilant dans l'ouverture avec précaution. L'intérieur était faiblement éclairé par des lumières de sécurité, révélant un labyrinthe de tuyaux et de pompes, et ronronnantes. Je localisai rapidement le tableau électrique principal. Plutôt que d'utiliser mes dernières charges, je décidai d'opter pour une approche plus subtile. Avec les connaissances acquises auprès de Vincent, je manipulais les circuits de protection, désactivant les sécurités qui empêcheraient une surcharge électrique. Puis je programmais une séquence de pompage incohérente qui pousserait le système au-delà de ses limites. Le résultat serait moins spectaculaire qu'une explosion, mais tout aussi dévastateur à long terme. 7 minutes avant la première détonation. Je devais maintenant m'éloigner le plus rapidement possible. Je ressortis par la même fenêtre et me dirigeai vers ma route d'évacuation planifiée. Une ravine escarpée offrait un chemin discret vers les collines, invisibles depuis les points d'observation habituels. Je progressais rapidement quand un bruit de moteur me fit plonger dans un fossé. Un quad de sécurité passa à proximité, son conducteur scrutant les environs avec attention. Je restais immobile, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne m'entende. Le véhicule s'éloigna finalement, me permettant de reprendre ma progression. 3 minutes. J'étais presque à la limite de la propriété quand la première explosion retentit. Plus tôt que prévu. Le son se répercuta contre les collines, amplifié par l'écho. Je me retournai instinctivement. Une colonne d'eau jaillissait déjà du barrage, s'élevant dans les airs avant de retomber en une pluie diluvienne. Les vannes avaient cédé exactement comme prévu. La confusion s'empara immédiatement du domaine. Des alarmes retentirent, des véhicules démarrèrent en trombe. Des voix paniquées résonnèrent dans les radios. J'utilisais ce chaos pour accélérer ma fuite, gravissant la pente abrupte avec une énergie renouvelée. À mi-chemin de la colline, je m'accordais une pause pour observer les résultats de mon œuvre. Le barrage libérait maintenant un torrent incontrôlé, l'eau accumulée pendant des mois, se déversant en une vague furieuse. Le cours naturel du Crimson Creek se remplissait à vue d'œil, charriant des débris arrachés aux installations de Thorn. Puis vinrent les explosions secondaires. Les hangars s'embrasèrent presque simultanément, les flammes se propageant avec une rapidité stupéfiante. La sécheresse avait transformé le foin en un combustible parfait. Des nuages de fumée noire s'élevèrent vers le ciel, formant un panache visible à des kilomètres. Je poursuivis mon ascension, atteignant finalement ma cachette dans les collines. De là, j'avais une vue panoramique sur la propriété de Thorn. Le spectacle était saisissant. Le feu avait déjà consumé 3 hangars et progressait vers les structures adjacentes. L'eau libérée du barrage inondait les champs irrigués, emportant les canalisations soigneusement installées. Puis, comme prévu, le système électrique central céda. Un flash éblouissant marqua la surcharge du transformateur principal. Les lumières de la propriété s'éteignirent instantanément. Sans électricité, les pompes anti-incendie devenaient inutiles. Le feu pourrait se propager sans entrave. Je me changeai rapidement, enfermant mes vêtements souillés dans un sac hermétique. Je les brûlerai plus tard, ne laissant aucune trace. J'enfilai mes habits normaux et redescendis vers ma camionnette, empruntant un chemin différent de celui utilisé à l'aller. 1 heure plus tard, j'étais de retour sur la route principale.
me comportant comme un fermier ordinaire revenant d'un rendez-vous professionnel. Je croisais plusieurs camions de pompiers se dirigeant vers la propriété de Thorn, leurs sirènes, hurlantes, contrastant avec mon calme apparent. Je leur adressais un signe poli, comme tout citoyen concerné le ferait. En passant près de notre ancien ruisseau, je remarquai que l'eau commençait déjà à revenir dans son lit naturel. Un mince filet argenté serpentait à nouveau sur nos terres. Cette vision me procura une satisfaction profonde. La nature reprenait ses droits, temporairement du moins. En arrivant au ranch, je trouvai Sophie sur le porche, les yeux fixés sur l'horizon où la fumée noire continuait de s'élever. Son expression mêlait inquiétude et fascination. Elle me demanda si j'avais vu ce qui se passait chez Thorn. Je répondis vaguement, prétendant avoir aperçu la fumée sur le chemin du retour. Le téléphone ne cessa de sonner ce jour-là. Les voisins s'appelaient, partageant rumeurs et informations parcellaires. L'ampleur des dégâts semblait considérable. Les pompiers peinaient à contenir l'incendie qui s'était propagé bien au-delà des hangars initiaux. Le barrage était gravement endommagé, déversant des millions de litres d'eau précédemment détournés. Le soir, les informations locales confirmèrent la catastrophe. Un reportage montrait Thorn lui-même, le visage noirci par la fumée, hurlant des ordres à ses hommes. Pour la première fois, je vis cet homme implacable perdre son masque de contrôle. Sa voix tremblait de rage impuissante face à la destruction de son empire. Les jours suivants révélèrent l'étendue réelle des dégâts. 80% des réserves de fourrage de Thorn avaient été détruites. Son système d'irrigation était inutilisable. Le barrage nécessiterait des mois de réparation. Les estimations préliminaires évoquaient des pertes de plusieurs millions d'euros. Mais le coup le plus dur pour Thorn fut la réaction des autorités. L'enquête préliminaire révéla que son barrage avait été construit sans toutes les autorisations requises. Les inspecteurs, auparavant indulgents grâce à ces relations, se montraient soudain intransigeants face à ce désastre public. Des amendes substantielles furent évoquées, ainsi que des poursuites pour détournement illégal des ressources en eau. Une semaine après l'incident, le Crimson Creek coulait à nouveau normalement à travers notre propriété. Nos bêtes s'abreuvaient librement, leur comportement changeant visiblement avec le retour de cette ressource vitale. Les pâturages, bien que toujours affectés par la sécheresse, montraient déjà des signes de revitalisation. 2 enquêteurs vinrent me questionner, comme ils le firent avec tous les propriétaires voisins. Je leur offris du café, répondant calmement à leurs questions. Oui, j'avais eu des différends avec Thorn concernant l'eau. Non, je ne savais rien sur l'origine des incendies. J'étais à 50 km ce matin-là, rencontrant un fournisseur qui confirma ma présence. Leur visite fut brève et superficielle. 10 jours après les événements, je croisai Thorn au village. Il sortait de la banque, l'air hagard, considérablement vieilli. Nos regards se croisèrent brièvement. Je ne vis pas la reconnaissance dans ses yeux, seulement une colère impuissante et une confusion profonde. Il ne me soupçonnait pas. Pour lui, j'étais juste un petit fermier insignifiant, incapable d'un tel acte. Je passai mon chemin sans un mot. La justice s'était accomplie sans que mon nom y soit jamais associé. Le feu avait purifié ce que l'eau n'avait pu résoudre. Et dans ce village, où les secrets restaient rarement longtemps cachés, celui-ci demeurerait le mien à jamais. 1 an s'est écoulé depuis le jour où les flammes ont dévoré l'empire de Thorn. La vie dans notre vallée a retrouvé un équilibre, que beaucoup croyaient perdu à jamais. Le Crimson Creek coule librement, son murmure apaisant accompagnant nos journées et nos nuits. La sécheresse a finalement cédé place à un automne pluvieux, puis à un hiver généreux, en précipitation. Les nappes phréatiques se sont reconstituées progressivement. Les pâturages ont reverdi, plus vigoureux que jamais après cette période de privation. La nature a cette extraordinaire capacité de guérison quand on lui en donne l'opportunité. Jedediah Thorn a quitté la région 6 mois après les incidents. Les rumeurs évoquent une faillite personnelle, des poursuites judiciaires multiples et une santé fragilisée par le stress.
Sa propriété a été morcelée et vendue par lots à des prix dérisoires comparés à sa valeur initiale. Ironie du sort, plusieurs petits éleveurs locaux ont pu acquérir des parcelles, restaurant une forme d'équilibre dans la répartition des terres. Le barrage n'a jamais été reconstruit. Une décision de justice a ordonné la restauration du cours naturel du Crimson Creek, citant des réglementations environnementales que Thorne avait systématiquement ignorées. Des équipes spécialisées ont même entrepris des travaux pour réhabiliter les berges endommagées et favoriser le retour de la biodiversité. Notre ranch a survécu contre toute attente. Le retour de l'eau a permis à notre troupeau de se reconstituer progressivement. Nous avons même pu racheter certaines bêtes vendues dans l'urgence l'année précédente. Sophie a équilibré nos comptes avec une gestion plus rigoureuse que jamais. Sa joie de voir notre exploitation familiale renaître a effacé les tensions qui nous avaient divisés. François et elle attendent maintenant leur premier enfant, une nouvelle génération qui grandira sur cette terre préservée. Lucas et Emma ont retrouvé leur insouciance d'enfant, explorant les berges du ruisseau à la recherche de grenouilles et d'écrevisses. Leur rire cristallin est la plus belle récompense de mon combat silencieux. Clara ne m'a jamais interrogé directement sur les événements de ce jour fatidique, mais parfois, je surprends son regard pensif posé sur moi, comme si elle contemplait les contours d'un mystère qu'elle a choisi de ne pas élucider. Notre relation s'est approfondie, nourrie par cette complicité tacite et la traversée commune de l'épreuve. Quant à moi, je vis avec les conséquences de mes actes. Chaque matin, en me rasant, je regarde dans le miroir un homme transformé. Mes traits sont les mêmes, mais quelque chose a changé dans mon regard. Une détermination nouvelle, la conscience d'avoir franchi une ligne que je ne pensais jamais traverser. Je ne ressens ni remords, ni culpabilité pour ce que j'ai fait. Dans notre monde imparfait, la justice emprunte parfois des chemins détournés. Thorne avait imposé sa loi du plus fort, ignorant les besoins des autres et la sagesse des équilibres ancestraux. Il a récolté ce qu'il avait semé. Parfois, lors des nuits sans lune, je marche jusqu'au Crimson Creek et je m'assieds sur ses berges. J'écoute le murmure de l'eau, ce chuchotement éternel qui raconte l'histoire de notre vallée. Je pense à mon père et à ses avertissements sur les hommes comme Thorne. Je pense à notre terre, à nos racines profondes, à notre résilience face à l'adversité. Ce que j'ai appris de cette épreuve ne se résume pas à la satisfaction d'une vengeance accomplie. J'ai découvert que certaines valeurs méritent qu'on se batte pour elles, quel qu'en soit le prix personnel, que l'eau comme l'air appartient à tous et ne peut être confisquée par l'avidité d'un seul homme, que la justice, même imparfaite, finit par trouver son chemin. Les nouvelles générations qui grandissent sur nos terres ne connaîtront jamais tous les détails de cette histoire. Elles entendront parler de la sécheresse, du barrage illégal, des incendies mystérieux. Elles apprendront comment notre communauté a survécu à la tempête et s'est reconstruite, plus forte et plus unie. Mais le rôle exact que j'ai joué dans ces événements restera mon secret. Dans les soirées d'été, quand les anciens du village se réunissent pour partager des histoires, certains murmurent encore des théories sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Des regards se tournent parfois vers moi, emplis de questions silencieuses ou de compréhension tacite. Je garde alors mon visage impassible, sirotant tranquillement mon verre, gardien d'un feu qui a consumé un royaume et restauré un équilibre. Notre famille prospère à nouveau. Nous avons modernisé certaines installations, diversifié nos activités pour nous prémunir contre les aléas futurs. Nous avons même créé un petit système de récupération des eaux de pluie, une leçon apprise de la sécheresse. Sophie plaisante parfois en disant que nous sommes devenus plus forts grâce à Thorne, comme si cette épreuve nous avait forgés comme le feu trempe l'acier. Le procès concernant les pratiques illégales de Thorne s'est conclu récemment. De nombreuses irrégularités ont été mises au jour, bien au-delà du simple détournement d'eau. Corruption, falsification de documents, intimidation de fonctionnaires. Son empire était bâti sur des fondations aussi fragiles que malhonnêtes. Sans la catastrophe qui a attiré l'attention sur ses activités,
Ces méfaits seraient peut-être restés impunis pour toujours. Je me demande parfois ce que je ferais si je me retrouvais face à lui aujourd'hui. Lui dirais-je la vérité? Lui expliquerais-je pourquoi j'ai agi ainsi? Je ne crois pas. Certaines vérités n'apportent aucune rédemption, aucune compréhension mutuelle. Nos chemins se sont croisés, nous avons joué notre rôle dans cette histoire, et maintenant, nos trajectoires se sont définitivement séparées. La semaine dernière, j'ai emmené Lucas pêcher le long du Crimson Creek. Nous nous sommes installés sur un rocher plat, nos cannes à pêche plongeant dans l'eau claire, où les truites sont revenues en nombre. Il m'a demandé pourquoi le ruisseau portait ce nom, Crimson, évoquant le rouge cramoisi alors que son eau était si transparente. Je lui ai expliqué que lors des couchers de soleil d'automne, la surface de l'eau reflète parfaitement le ciel flamboyant, donnant l'impression que le ruisseau lui-même coule en rivière de feu. Cette image m'a fait sourire intérieurement. Le feu et l'eau, deux éléments opposés entrelacés dans l'histoire de notre vallée, destructeurs et purificateurs à la fois, source de vie et instrument de justice. Le soir tombe maintenant sur notre ranch. Du porche, j'observe ma famille réunie pour le dîner à travers la fenêtre illuminée de la cuisine. Clara dispose les plats sur la table. Emma aide Sophie à plier les serviettes. François et Lucas discutent avec animation, probablement de leur dernier projet de construction. Cette scène simple contient tout ce pourquoi je me suis battu. Je rejoindrai bientôt leur chaleur et leur lumière. Mais pour quelques instants encore, je reste dans la pénombre du crépuscule, écoutant le chant des grillons et le murmure lointain du Crimson Creek. Ce ruisseau qui coule librement, comme il le faisait avant Thorn, comme il continuera de le faire longtemps après que nos noms seront oubliés. Il a volé notre eau, j'ai réduit son royaume en cendres, et dans ce processus, j'ai découvert que certains feux, bien que dangereux, sont parfois nécessaires pour que la vie puisse refleurir de ses cendres, plus fortes et plus résilientes qu'auparavant.